Voilà, on va commencer. On est très heureux de voir qu'il reste encore quelques survivants à ces 2 jours. On rend hommage à ceux qui nous ont laissés. Et aujourd'hui, on a encore une magnifique matinée. Alors j'ai la difficile tâche de modérer et de présenter essentiellement des amis. Et c'est un exercice difficile de présenter des amis, parce qu'ils peuvent toujours trouver qu'on ne les a pas présentés exactement comme ils imaginaient qu'on se les représentait. Vous voyez, l'activité diplomatique est en plein. Donc, c'est bien, c'est bien. Et on commence aujourd'hui avec David Jamar, qui est anthropologue et qui malheureusement est devenu professeur de sociologie. Mais il fait ce travail comme un anthropologue, donc il pervertit complètement le champ de la sociologie. Il est professeur à l'université de Mons, membre du GECO depuis les premières heures, donc on a beaucoup travaillé ensemble. Il a été très tôt impliqué dans le projet de l'enquête, en fait, dans un très beau moment. Bruno Latour nous avait invités sur une île à Porquerolles, et on avait eu de très très belles discussions avec Pierre Sonigo, avec Vinciane Després, avec toute une série de gens sur l'enquête et principalement sur la référence. C'était de très très beaux moments et David avait été très présent dans ces rencontres. Parmi ces dernières publications, je pense que 2 méritent d'être mentionnées parce qu'elles indiquent le type de travail qui marque ce que fait David. Notamment Nécessité régicide, c'est l'introduction qu'ils ont fait avec Véronique ici présente, un livre qui s'intitule La dent de Lumumba, régicide contre la colonie, un livre absolument remarquable, publié par les éditions Météor, et c'est eux qui l'ont introduit. Et Actualité des crimes coloniaux, ethnographie pragmatique d'une plaine par son milieu, qu'il avait fait pour un livre collectif que nous avions édité, qui s'appelle Au risque des effets, voilà, sur le pragmatisme. Et il est très, très habité par des références qui nous habitent tous, James, Tard, Deleuze et Guattari sur les références théoriques. Voilà, je lui cède tout de suite la parole. Je te remercie, c'est une présentation meilleure que celle que j'aurais fait moi-même à mon égard, donc c'est bien. Mais merci. Et en effet, s'il y a un petit mot nécessité régicide, ce n'est pas nécessairement la même manière de tuer les idoles que celle qui est présentée dans l'enquête sur les modes d'existence, puisque le régicide proposé par Sami Manga emmène le roi des Belges sur toute une série de sites et ne se contente pas de le renverser pour le remplacer ou l'exterminer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une emmenée, un processus régicide, on aurait peut-être pu le mettre comme cela. Alors, je vais lire un peu, et cette présentation qui est une tentative, qui part de l'idée, enfin de la remarque que la folie des Blancs, les fêlures diaboliques, les ontologies régionales, que le vocabulaire de Bruno Latour connaît parfois de curieux voisinages avec les auteurs décoloniaux. Alors, Didier a annoncé en introduction du colloque l'ouverture de chantiers nécessaires entre l'enquête et les mouvements décoloniaux. Alors, le chantier, il est énorme et je ne pourrais pas évidemment tout faire, ce serait débile en plus. Didier rappelait la présence de Latour aux ateliers de la pensée de Dakar. Et à cette occasion, Bruno Latour rappelait que c'est à Abidjan, au contact d'opérations coloniales, postcoloniales, qu'il aura fabriqué l'idée que nous n'avons jamais été modernes. En effet, dit-il, l'épistémologie a colonisé les pratiques scientifiques, en les disant mal, et a empêché par là le déploiement, la valorisation de savoir et de savoir-faire. Mais ce qui se dit de l'épistémologie, du rôle de double clic par rapport à la référence, dont on a déjà un peu parlé, opère et finit par contaminer chacun des modes d'existence, de l'ensemble des valeurs que l'on peut suivre et auxquelles tiennent bon an, mal an, les modernes. Aucun mode n'est véritablement épargné par double clic. Pour autant, il ne suffit pas de le dire, si Latour m'est apparu très souvent sur le bout de la langue depuis des actions décoloniales, parfois qualifiées de radicales, l'articulation n'est pas, et c'est heureux, automatique.
Je n'ai jamais fait cet exercice publiquement, sincèrement, donc c'est une tentative réelle. Je voudrais faire dialoguer ici certaines perspectives dites décoloniales avec l'enquête sur les modes d'existence. Comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de rabattre l'un sur l'autre, mais de trouver certains points d'articulation possibles. Et je ne vais pas utiliser toutes les perspectives décoloniales, je l'ai déjà dit, des centaines seraient possibles, mais celles qui arrivent dans les terrains sur lesquels je suis engagé, tout simplement. Il s'agit de terrains dits de l'antiracisme politique, de comités de soutien à des victimes non blanches de violences policières, de questions de restitution des objets spoliés ou des dits restes humains. J'aurai le temps simplement de faire la relation avec les questions de comités de soutien aux victimes. Ces terrains se réclament non blancs, c'est-à-dire cherchent à faire exister des perspectives non blanches. Dans ces groupes, les trajectoires des gens sont interprétées comme situées dans le continuum colonial ou postcolonial. Pour autant, ils travaillent des modes d'existence réputés relever des domaines auxquels tiennent les modernes ou qui relèvent de l'enquête. Je vais me concentrer sur des points d'articulation qui me semblent à creuser, peut-être à tenter, parce qu'ils apparaissent peut-être de manière moins majoritaire du côté de l'enquête comme du côté des références décoloniales. Le premier point auquel je vais m'atteler, c'est donc de qualifier l'anthropologie des Blancs ou des modernes, on verra, depuis des mots susceptibles de résonner aux oreilles des luttes dont je parlais, de manière originale sur des pans peut-être moins entendus, comme je le disais. Puis dans un deuxième temps, on verra comment l'enquête est à décrire, et c'est important de bien décrire, Bruno Latour le dit, c'est pas juste pour bien décrire. J'espère que ça permettra de mieux parler de formes activistes antiracistes, des activismes renvoyant des pratiques qui ont lieu, je reprends une expression de Fanny, si je me souviens bien, à moins de 200 km d'ici, mais à partir d'actions bigarrées du point de vue des appartenances. Donc, quelle anthropologie originale des Blancs qui pourrait être entendue? Alors, l'enquête démultiplie les manières qu'ont les modernes d'être pris par un double clic, une parole entre guillemets théorique, qui, si elle ne rend pas compte de ce qu'ils font, et l'enquête va tenter ensuite de réinstaurer ces modes, a toute une série de conséquences, à commencer par un certain rapport à la guerre et à la destruction. Les guerres dans l'enquête, elles sont à prendre sous le nom de guerres rangées entre armées équivalentes, mais comme l'état d'une drôle de guerre. Le front de modernisation est défini par Bruno Latour dans la partie finale, où il se demande si on peut faire l'éloge de la civilisation qui vient, comme, je cite, « un état de guerre non déclaré peut-être, mais d'autant plus violent qu'il a rendu ses guerriers plus aptes à fusiller comme traîtres ceux qui manquaient à l'appel. » Double clic, pour la première partie de la citation, exige bel et bien des formes de mobilisation dans des guerres non déclarées. Bruno Latour prend un peu avant, beaucoup avant dans l'enquête, la peine de le signaler entre parenthèses, mais de le signaler quand même. Les modernes sont par ailleurs devenus, dit-il, vraiment en parenthèse, experts dans les tâches d'extermination. Page 181. Latour est alors en train de traiter de l'extermination des fétiches, dit-il, il part de là, et des féticheurs qui vont avec. C'est ici bien une manière de traiter les adversaires qui ne se réduisent pas à l'idée d'un conflit amenant la possibilité d'une institutionnalisation de la discussion, etc. C'est une guerre plus disséminée, une guerre d'extermination, surtout contre les fétiches, où apparaît d'ailleurs une vraie fureur. C'est, entre parenthèses, petite pique sur le côté, c'est amusant quand on entend parfois dire par certains sociologues critiques, par exemple, que Latour ne serait pas un penseur du conflit, se contentant des controverses, etc. On pourrait répondre pas des conflits, mais des guerres et des guerres d'extermination. Il y en a beaucoup, donc il faut parfois faire un peu attention à ce genre de choses, bref, ou pas. Et bien entendu, les vaincus puis les colonisés n'ont pas eu affaire à une rencontre guerrière comme une autre, mais à la destruction de terres lors de la conquête, puis à l'extermination de pratiques lors de la colonisation, et tout du long, à la disqualification systématique des savoirs. Ensuite, si cette guerre est le plus souvent non déclarée, c'est qu'elle se dit au pluriel et va en de nombreux sens. C'est même autour de chacune des valeurs auxquelles les modernes disent, bon an mal an tenir, qu'une guerre particulière est à l'œuvre, prenant des formes multiples. Donc pas d'armée localisable, mais des opérations empoisonnant des modes. Celle qui apparaît avec le plus d'intensité, je l'ai déjà dit, c'est la guerre contre les fétiches et les idoles. C'est ici qu'apparaît le terme d'extermination qui définit, selon Bruno Latour, les modernes, puisque croire aux croyances n'est possible que sous couvert du rêve de la destruction des êtres instaurés, mais sous un mode particulier, puisque nous croyons que ce sont des croyances, et à ce titre, nous les détruisons. C'est donc affaibli, sans existence,
affaiblis en croyance, que ces êtres et ceux qui y tiennent sont battus. C'est peut-être pour cela que les guerres ne se déclarent pas comme telles, puisqu'elles détruisent des êtres comme inexistants. Ceci rend d'autant plus facile de ne pas s'intéresser aux conséquences des destructions, d'aller jusqu'à revendiquer une inattention aux effets des actions, voire une innocence du côté des intentions toutes louables. Ça pourrait être un pendant d'une version, désolé pour nos amis français ici, de ce que Boultelja nomme innocence blanche, de ce point de vue. En tout cas, un point de contact à travailler. Une croyance pourra en remplacer une autre au fil du temps, sans en passer par les comptes de ce qui a été détruit. Une croyance, donc voilà. Bref, ce sont bien des guerres sans objet, multiples, effarantes, dans lesquelles la diplomatie usuelle semble perdue d'avance, puisqu'elles ne sont même pas déclarées, puisque les acteurs en présence n'ont pas localisé la guerre dans une institution. Ce serait plutôt une machine de guerre. Mais se débarrasser de toute série d'intermédiaires a un prix. Lorsqu'il est question de ce qui arrive à la parole, chapitre 6, Bruno Latour affirme « Pour faire taire les adversaires, ils ont préféré faire taire le monde et se priver eux-mêmes de la parole tout en laissant parler les faits tout seuls. » Voilà que la mise hors sol de la parole, au bénéfice de l'idée d'une parole droite, énonçant clairement des faits qui sont censés parler d'eux-mêmes, non instaurés, suppose d'avoir détruit des mondes. Mais alors c'est l'acte de parole lui-même qui se met à tourner sot. Et ce qui est frappant, c'est alors que les mondes conquis n'ont pas été parcourus. Ils ont été conquis, il y a eu conquête, mais ces mondes n'ont finalement pas été parcourus, pas été rencontrés, du moins officiellement. On pourrait dire qu'il y a certaines formes de conquête où les mondes ont été posés comme à rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des rencontres pratiques, mais voilà. Et ne devaient pas l'être, ils n'ont pas été posés comme ça. Bref, les Blancs, souvent nommés comme tels lorsqu'il s'agit de conquête, ne savent rien faire de leur conquête qui puisse les affecter. Donc très souvent, j'en profite pour dire qu'il y a moderne ou blanc. Blanc, c'est souvent lié à la question de la conquête, de la destruction, me semble-t-il, à vérifier. Au mieux a-t-il été terrorisé par ces peuplades conquises, ne sachant plus à quel titre se méfier des fétiches. Ou alors il a localisé ces peuplades dans une culture qu'ils auraient eux-mêmes perdue, incapables de voir que chez eux aussi, chez les Blancs aussi, il y avait de l'instauration, chez les modernes aussi, plus exactement, il y avait de l'instauration. C'est la particularité de leur mode de conquête, une conquête sans véritablement parcourir les modes conquis. Latour nous parle d'ailleurs d'eux, je cite, qui se sont toujours targués d'être des conquérants de mondes inconnus et qui, au moment même où ils inventoriaient l'univers à leur façon, ont essayé de faire tenir tout ce qu'il contenait en deux genres d'existence. C'est un moment où il parle plutôt de l'objet et du sujet. Rien hors de cette oscillation. Et d'ailleurs, voilà peut-être, pourquoi peut-être il dit que s'ils se sont installés partout, et j'aime bien ce moment, il dit ils n'ont jamais quitté l'Égypte. C'est dans la partie faire de l'espace, sans trace savoir non plus ce qu'est l'Égypte en fait. Ils ont parcouru, sont revenus, pourrait-on dire, sans rien d'autre qu'une sorte de fureur qui les prend. Ces passages autour d'une conquête destructrice, mais incapacitante, impossibilité de parler, puis de bien saisir ce que c'est que l'action, puisque l'idée de construction fétiche est combattue, etc., enfin l'idée d'instauration fétiche, etc., incapacitante, donc, qui renvoie de manière assez... Cette histoire-là renvoie de manière assez troublante à deux passages, l'un chez Césaire, l'autre chez Fanon, donc qui sont certaines références que je peux plus croiser parfois que Chakrabarty, etc., sur les terrains en question. Dans son discours sur le colonialisme, Césaire insiste, certes, il peut comprendre l'importance de la guerre européenne contre le fascisme, mais, dit-il, ce serait aller trop vite en besogne de la rendre aberrante. La conquête coloniale a décivilisé le barbare, ce qu'il faut en revenir là, dit-il, le noir, l'a sorti d'une civilisation possible, mais elle a tout autant décivilisé le blanc. Comment s'étonner dès lors des allers-retours entre emprise coloniale et perte de pied au sein de la métropole? C'est un événement, certes, mais pas différent en nature et pas indépendant des conquêtes coloniales. Chez Fanon, c'est un petit peu différent, enfin il faut tordre un peu Fanon aussi, quand il dit cette phrase étonnante, et il s'adresse aux colonisés, quand il dit cette phrase étonnante, quand on parle du juif, tends l'oreille, c'était woke on dirait aujourd'hui, on parle de toi. Cette phrase a souvent été reprise dans une sorte de réassurance universaliste, mais peu importe. Mais le sens est au moins autant le suivant. Les malheurs qui ont fait trembler la dignité moderne sont en relation, sans que cela se dise, avec ce que le moderne a disqualifié en toute impunité. Et ajoutons, ce blanc déboussolé, et ça c'est important, est dangereux. Fanon dit, tends l'oreille. Ne te réjouis pas trop vite de ce barbarisme soudain. Puisque c'était une des tentations de considérer que puisqu'il
il y avait le barbarisme européen, eh bien, c'est une façon de se venger du barbarisme querellé. Il dit non, non, fais attention, ne te réjouis pas trop vite de ce barbarisme soudain. Ces éléments sont de l'ordre, en effet, peuvent être placés sous l'ordre d'une maladie. Si les Blancs, terme que Latour semble adosser plus volontiers à son projet lorsqu'il parle de la conquête, sont à la fois partout et partout exilés, laissant, après avoir détruit le réel à un monde à 3 plus 1 dimension, ne laissant plus de place plus exactement à leur valeur, ils sont décrits, et notamment, dit Bruno Latour, par les colonisés eux-mêmes, il les appelle les observateurs à ce moment-là, sur le mode d'une sorte de maladie particulière, ils sont frénétiques. Cette frénésie, dit-il, je le cite, qui a frappé tous les observateurs depuis qu'on utilise l'adjectif moderne, vient moins d'un rêve d'utopie que de cette sorte d'errance qui s'explique par l'expulsion brutale, non pas du paradis terrestre, mais de toute terre habitable. Il cherche depuis plusieurs siècles à s'installer, mais il s'est lui-même volontairement déplacé, exilé dans une terra incognita. Est-ce qu'on les aurait chassés? Non, ils se sont auto-expulsés. En pensée du moins, car en pratique, au contraire, ils se sont installés partout. Ils ont conquis le monde et trouvent qu'il manque de place. Ces exilés de l'intérieur sont toujours à lutter pour leur, entre guillemets, espace vital. Je ne vais pas commenter trop longtemps espace vital, mais c'est un terme extrêmement fort qu'il utilise ici, bien entendu. Et qui n'aurait pas déplu sur ce mode-là, je pense, à un des auteurs que je viens de citer, justement, de faire résonner ces deux choses. Disons que leurs théories les ont bien aidés à s'installer partout, mais reste cette frénésie. Une frénésie telle qu'elle est vue par ces observateurs, hein, c'est lui qui utilise le terme, issus des populations victimes de la conquête, et qui posent donc, ils sont construits dans le texte comme posant un diagnostic. C'est intéressant de relever ce que Bruno Latour ne dit pas. Il ne dit pas que ce qui aurait frappé les gens, ce serait le saut de la puissance, des techniques militaires, de la magnifique organisation, peut-être, mais il ne dit pas ça, mais sous le sceau d'un diagnostic que l'on peut traduire par qu'est-ce qui leur prend, qu'est-ce qui les prend. C'est presque, on pourrait dire, c'est sous l'angle de maître qu'ils sont décrits. Un être a bien dû les prendre, même à mal en mancher, et ils ne savent pas comment faire. S'ensuivent une série de blagues à leur égard, mais aussi de rites, hein, comme on l'a vu avec les maîtres fous qui ont été évoqués hier, je pense, hein, où l'habit colonial arrive à être repris, notamment par ceux et celles qui font le rituel, là, contrairement aux Blancs qui les portent sans pouvoir les prendre. On pourrait bien entendu considérer que la tour est trop charitable au vu des destructions dont on parlait. C'est une petite musique qui peut s'entendre. Mais ça serait aller vraiment trop vite en besogne et ça serait oublier que considérer le bourreau ou le blanc colon comme malade constitue également une nécessité pour des auteurs, également comme Fanon d'ailleurs, et pour une série de ses reprises contemporaines. Mon collègue Aymar Bissoka, il a réalisé un récent livre sur ce qu'il nomme les afro-critiques, et dans ce livre, beaucoup de temps est passé sur la question des soins, mais aussi du diagnostic, de la raison avec un grand R, dont le blanc, dans son cas, c'est comme ça qu'il parle, se part, et ses théories et leurs efficaces étouffantes s'opèrent. Donc c'est sur le mode de la folie. Les figures sont multiples, hein. Il y a celle du fantasme colonial, d'un fait colonial sans raison, occupé pour occuper, étendre pour étendre, du sadisme propre aux propositions de solidarité, une fois le noir transformé en pure victime, et où le sauveur, entre guillemets, mais mal posé, là, cherche à rendre sa présence incontournable, comme s'il pouvait être un être religieux, ou de son rapport affectif à un ne pas savoir, ne pas faire attention, ne pas savoir les conséquences indirectes, des choses qu'on va retrouver chez Ajari, voire Mbembe, ou encore des formes de narcissisme débusquées déjà il y a longtemps par Abdelmalek Sayad, lorsque l'accueil des migrants, dont les expériences et les savoirs finalement intéressent peu, dit Sayad, renforce ou affaiblit l'idée miroir que la société d'accueil se fait d'elle-même, suis-je accueillante, suis-je civilisée. Ou encore mentionner, pour terminer sur ce point, Dubois, qui avait écrit les âmes du peuple noir il y a plus de 100 ans, je n'ai plus la date exacte en tête, donc un philosophe, sociologue, anthropologue, on ne sait pas très bien, devenu panafricain, justement, il navigue entre ces modes, qui pointe comme maladie une absence de perception, une impossibilité de nommer la ligne de couleur dans le sud ségrégationniste américain. À les entendre, dit-il, vous pourriez croire que la ligne de couleur, et il ajoute, et donc les noirs, n'existe pas. Dans tous les cas, ce sont des maladies de l'âme qui sont convoquées pour décrire le colon, mais également pour décrire les oscillations postcoloniales. C'est donc ce qui frapperait en premier lieu. Si on repasse chez Bruno Latour,
Il ne cesse en effet d'être pris, d'être transformé, et finalement d'être déboussolé. Je crois qu'on a parlé de la boussole, c'est toi Didier, je pense, qui revenait. Répandant les êtres empoisonnants qui les ont pris, restant sans soin, là je cite, sans soin devant les forces du mal, en page 210, ils sont vraiment victimes de cette, dans plus ou moins le même passage, de cette fine différence entre magie blanche et magie noire, mais ce faisant, et c'est ça qui importe, répandre le mal. Est-ce qu'il ne faut pas y voir qu'une, c'est bien d'être charitable, mais il ne faut pas y voir une soudaine charité dans cette histoire de les prendre comme malades plutôt qu'ayant des mauvaises intentions. Ok. Comme une série d'auteurs dont j'ai parlé l'indique, maladie, c'est une chance de plus de répandre le mal, donc de contaminer, comme le disait Catherine, d'autant que chez eux comme chez les autres, ils se sont mis à détruire les moyens de guérir, en refusant le statut d'être aux êtres, disons, de la transformation, de la métamorphose, je ne sais plus trop, mais enfin, qui s'inquiètent de ces questions. La question est donc moins celle de leur culpabilité que celle de leur danger, à tout le moins selon ce que les observateurs en disent. C'est ici qu'il ne faut pas confondre geste décolonial et recherche de culpabilité première, etc. Je pense que c'est relativement clair. Mais dangereux, ils le sont. Et à nouveau, on peut s'appuyer sur ce que disent ici ceux qui ont affaire à un terme absent du livre, mais c'est sans doute pour un mieux, je me suis dit, ce qu'ils et elles ont nommé racisme sur ces différents plans. Mais particulièrement le racisme anti-noir, c'est sur ça que je vais m'appuyer. À nouveau ici, le white gaze, sur lequel a beaucoup travaillé Véronique, dont tu parlais, qui est en plus présente, transforme instantanément l'être noir en une existence moindre, en une chère matière, susceptible d'être ensuite malléable pour diverses formes de dressage et de disciplinarisation. C'est une sorte de maître qui se répand. Et selon Dubois, cela crée une existence elle-même, maître mal instaurée évidemment, elle-même divisée entre, selon lui, les expériences de la personne elle-même et la question de son existence aux yeux de ce regard blanc. Pour le philosophe Tonda, c'est dans le même genre d'idée, il s'agit d'un éblouissement, d'un effet de ce genre de présence qui vient d'être, qui se disent non attachés, qui à la limite se considère sans corps, et un éblouissement qui peut insinuer son poison chez celui qui devient l'ébloui. Et ce regard, cet être bizarre, revient en effet à une attaque de magie noire, à moins de parvenir à le faire passer par ailleurs, à s'instaurer comme visé par cet être de la métamorphose. Et la manière de ne pas se sentir visé en personne est de diagnostiquer, de ritualiser, de lutter, dira Dubois, afin d'éviter la nature diabolique, la division produite dans l'âme par double clic, qui nierait tout être du racisme, par exemple au nom de l'absence d'intention raciste, mettre double clic si on veut, ou au nom de la référence, nous sommes biologiquement tous humains, etc. Les manières de s'en sortir seront donc des manières de les caractériser, de voir par quelle manière ils sont pris, comment ils sont, oui, ensorcelés, incapables de traiter avec les dangers, inattentifs aux relations, etc. Maintenant, quand on a dit ça, il faut voir par où reprendre et par où recommencer l'enquête. Pour Latour, il faut reprendre l'enquête en n'accordant pas de crédit aux théories, trop de crédit, il ne faut pas trop accorder de crédit, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'effet, évidemment, aux théories dans lesquelles se sont enfermés les modernes, mais voir ce qu'ils font quand ils font attention, tâtonnent, etc. Croire au seul crédit qu'ils se donnent, lorsqu'ils confondent une réussite locale avec des garanties de vérité, par exemple, ce serait faire preuve, dit-il, d'occidentalisme, à savoir passer à côté des opérations multiples au sein de chacun des plis de double clic, tout s'adosser non pas à une histoire unie, mais à des histoires qui se sont mal emmanchées. Et finalement, c'est contaminé par double clic. Latour propose d'en passer par de meilleures présentations et par un soin susceptible de distraire ce pouvoir prédateur des idées. On pourrait le poser comme ça en tous les cas, y compris de meilleures descriptions de ce qui a résisté et n'était pas censé à les entendre résister. Donc décrire bien n'est pas une affaire d'ajout de connaissances, pas que en tout cas, c'est assez directement une manière de s'engager dans une résistance au pouvoir prédateur. C'est pas pour plus tard, c'est dans la description, c'est engagé dans la description. Par contre, Bruno Latour propose, et c'est déjà apparu, un espace diplomatique sans doute un peu rapidement séparé entre les autres et les modernes. Il y aurait, parfois on a l'impression à lire les dernières pages, à faire d'un côté une anthropologie des modernes, presque avant de se lancer dans des opérations diplomatiques. Et dans les dernières pages de l'enquête, lorsqu'il avance que ses propres propositions sont refusées, qu'il serait expulsé de l'agora, il semble hésiter et irait chercher là du coup secours chez les autres dans un passage un peu obscur. Tout ceci est absurde, point d'interrogation, dit-il, tout
ce plan qui doit se faire en même temps presque. Oui, sauf si l'on s'en sert pour chercher le secours des autres collectifs dont on avait rejeté les compétences, en croyant que notre premier devoir était de les faire sortir d'abord de leur archaïsme en les modernisant. Plutôt que de chercher secours, car nous risquons d'être un peu mal accueillis, là c'est moi qui parle, il serait peut-être intéressant de prendre au sérieux le caractère non monolithique des modernes, qu'il a par ailleurs posé, et le caractère possiblement partagé du travail sur des modes d'existence. Autrement dit, il s'agit également de ne pas exclure de la question des valeurs auxquelles peuvent tenir les modernes ceux qui ici s'activent à son contact et qui ne viennent pas nécessairement officiellement de la même tradition de blancheur, va-t-on dire. Ces autres d'ailleurs, sont-ils si autres que ça, ne sont-ils pas aussi, au moins en partie, héritiers de la modernité ou de certaines de ces contaminations qu'ils cherchent, et elles, à contrer par des tentatives hésitantes d'instauration de mode. Le démêlage actif de poisons modernes sont particulièrement cruciaux pour ces groupes-ci à moins de 200 km. Les Blancs ne sont pas les seuls concernés, etc. Voilà, si on essaye de poser plutôt les groupes dont je vais parler comme également, pas que, mais comme également des tentatives d'échapper activement, crucialement, à la blanchité au beau milieu des espaces européens, mais au contact des questions modernes. Bref, se tourner vers les autres parce qu'ils ne le sont qu'en partie n'est pas un après un ensemble d'améliorations ou de transformations ou de meilleures instaurations plutôt, mais dans les expériences en train de se faire. Il n'y a pas un momentum diplomatique à attendre sur une scène projetée au loin, mais un ensemble de prises diplomatiques qui s'effectuent dans un ensemble bigarré qui cherche à décoloniser des positions, des sites de blanchité, donc ça peut se faire aussi avec des blancs, bien sûr, de ce point de vue. Le comité Lamine Bangoura, dont je vais parler, tente, on va le voir, d'instaurer des êtres de droit, des êtres politiques et une série d'autres êtres. Je vais donc parler de ce cas, et je n'ai pas le temps de parler de la restitution des réparations de la dent de Lumumba, même si ça pourrait être intéressant aussi. Donc voilà, le 7 mai, je vous mets le début en fait, voilà, je lance le cas. Le 7 mai 2018, Lamine Bangoura est tué par la police à son domicile. La police accompagnait un huissier pour l'expulser de son logement. 8 policiers provoqueront l'étouffement de Lamine Bangoura. Je vais très vite, la scène sera filmée par un intervenant et ces images seront finalement rendues disponibles à la presse. On y entend et voit les râles de Lamine immobilisés, mais aucun procès ne sera organisé, la justice concluant en chambre du conseil et en chambre de mise en accusation à un non-lieu, donc il n'y aura pas de procès. Et va condamner les familles à dédommager les policiers pour, procédure abusive. Donc les râles de cette personne, Lamine immobilisée, de cette personne noire, ne seront pas des cris menaçants, dira c'est pas vraiment, le jugement, l'arrêt si vous voulez, rendant ainsi légitime tout usage, ce sont des cris menaçants, voilà, pas des râles de souffrance, rendant ainsi légitime tout usage de la force proportionnée à cette, entre guillemets, menace. Et puis le juge ajoutera quelques petites choses du type, les familles ne sont-elles pas trop sensibles à un esprit du temps woke, etc., etc. Ce comité comprend aussi bien des Arabes, le comité de défense qui va s'organiser comprend tout aussi bien des personnes arabes qui se définissent ou qui se disent ou qui sont dites comme arabes, musulmans, noirs, congolais, rwandais, en plus des parents guinéens chrétiens de Lamine Bangoura qui était guinéen musulman. Et cet ensemble s'est mis à produire une parole collective. Il ne s'agit pas d'une forme garantie fabriquant ce nous a priori, un être politique, va se mettre tout de même à exister, mais qui ne sera pas qu'un être politique, et c'est très très intéressant d'avoir vu la présentation précédente d'Antoine, où les décisions doivent se prendre selon un cercle que rien ne fonde. Ce qui est intéressant, c'est que Bruno Latour ne cherche pas à fonder le cercle politique. C'est important de le décrire comme ça, parce que ce sont dans ces moments-là que l'on peut échapper au poison d'une politique qui s'appuierait sur l'automatisme de la cause. Et donc, aucun embrigadement n'est garanti, même si Bruno Latour le souligne aussi, au fil des issues, des affaires, une espèce de culture politique peut s'instaurer. C'est un peu différent, c'est comment le mode se replie, ou d'autres modes, comment des issues sont repurées, que l'on pourrait traduire un peu populairement par une habitude de se calculer entre les affaires, de ne pas se nier, d'envisager, de savoir, etc., de savoir d'autres affaires à l'œuvre. Cette culture s'appuie sur des engagements partiellement partagés précédemment.
par exemple autour des objets spoliés, de l'islamophobie ou d'autres cas de mort policière. Pour tel ou tel ami politique absent, dire à certains moments, comme ça peut se dire, c'est comme cela, et surtout, il est occupé à autre chose, c'est important de supposer cette confiance que tel ou tel absent est occupé sur une autre affaire. L'on peut dire de ce point de vue que le collectif, lorsqu'il sent qu'il est actif politiquement, ne transforme pas des expériences passées en regrets ou accusations d'absence. C'est bien un poison moderne qui s'efforce ainsi d'être conjuré. Ça semble être une manière de résister au pôle lorsqu'il devient une idée prédatrice avec nous ou barbare. Et ça ne garantit pas l'extension des indirectement concernés, mais c'est déjà quelque chose que de résister à ce commun poison. Mais cette culture politique, je disais, s'est construite autour aussi d'une habitude qu'il faut un peu qualifier, d'un énoncé qui se met à réunir cet étrange groupe. Au fil d'autres expériences plus ou moins semblables, je dirais qu'on peut faire exister ici le mode d'existence AB, mais de manière très particulière, AB, fabriquant une sorte de territoire ou d'éthos particulier. Elle prend cette forme-ci, avec cet énoncé, nous, on fait confiance aux familles, ou nous, on a l'habitude de faire confiance aux familles. Le terme revient d'ailleurs dans les définitions que le comité donne de ces actions. Cette habitude est ici dite comme quelque chose qui se gagne, qui doit, pour se gagner, pouvoir devenir une sorte d'action usuelle, s'efforcer de ne pas avoir à s'y forcer. C'est une habitude qui n'est pas du tout un automatisme, mais c'est bien AB qu'il s'agit de faire passer. Même si on souhaitait qu'il soit automatique au sein des comités, ce serait impossible, si on voulait un automatisme, en raison même du récit policier qui s'impose, lui, automatiquement, qui s'impose sur la forme des traductions thématiques, peut-être dirait Vinciane Desprez, comme un récit qui remplit, par des sortes de sauts périlleux étonnants, les trous de leurs propres interventions. Le récit policier fonctionne selon la contrainte de leur innocence. L'action doit être en droit proportionné et légitime. À partir de là, pour satisfaire ces deux idées qui sont supposées être de nature à faire... pour satisfaire ces deux idées, le récit se met à trouver, lorsque ça tourne mal pour la police, c'est-à-dire qu'il y a quand même, des éléments susceptibles de le nourrir, c'est-à-dire de montrer que sans hésitation, leur action était la bonne. Il y a bien des moyens de droit, des assignations d'actes, du droit passe, mais sans que l'être juridique ne puisse être affecté. Et pour ça, le mort doit être rendu coupable de plusieurs éléments. Son corps est quasi systématiquement mis en cause, soit qu'il ait reçu des drogues, soit qu'il ait, ou a ingéré des drogues, soit qu'il ait une fragilité particulière imprévisible pour la police. Il s'agit de corps défaillants, a priori non immunisés. Ajoutons aussi que Lamine Bangoura, sur un mode qui rappellerait une sorte de mauvais engagement du mode de la référence, est avons-nous appris, un des 3 cas censés documenter au fil du temps ou prouver, selon une mauvaise façon de prouver, le syndrome de délirium, le syndrome d'excitation délirante, Excited Delirium Syndrome, dont se sert la police pour fabriquer des sortes de diagnostics. Son âme, elle, doit être égarée au moins sur le moment, ses gestes doivent avoir été dangereux, etc. Cette description de la scène ne peut que saisir à qui elle s'adresse. Aller la contre, comme on dit en Belgique, est compliqué tant le récit semble bien noué en droit. Il n'est donc pas évident de cultiver une habitude de faire confiance aux familles qui, elles, ont eu affaire aux premières tentatives de la police de minimiser les actes policiers, qui très souvent, parce qu'elles disent avoir eu et qu'elles ont eu affaire au même genre de récit à propos d'un fils, d'une sœur, d'un oncle, à d'autres occasions, dans les écoles par exemple, au travail, n'y ont pas cru. Les familles ont l'habitude d'évaluer ce dont seraient capables leurs fils, sœurs, etc., mais également ce dont sont capables les institutions auxquelles tiennent les Blancs. Il n'en reste pas moins, ce n'est pas le... voilà. Si les non-blancs membres du collectif partagent certaines de ces habitudes, ce n'est pas mon cas, bien entendu, mais ils peuvent se poser, devenir intermédiaires dans la fabrication de se faire confiance à la famille qui indique un chemin, une modalité qui engage, et qui sait très bien qu'elle aura affaire à de puissants automatismes. Alors, ça je passe. C'est ça. Alors ces récits sont risqués, quand on s'engage sur le moyen du faire confiance à la famille, ils doivent aussi se peupler de récits qui vont essayer de raconter autrement les événements, qui vont donc devoir faire intervenir d'autres figures, d'autres possibilités.
hein, et ces récits sont risqués tant les moyens de l'enquête policière pourraient les annihiler ou se présentent comme une possibilité de les annihiler, donc de supprimer des éléments et de faire des traits logiques simplement entre quelques points qui les intéressent en droit. L'habitude de faire confiance à la famille, elle est en veille, elle est attentive, etc. Et ce n'est pas le même genre de récit que les récits policiers, je passe là-dessus, excusez-moi, j'essaie d'avancer un peu vite vu le timing. Donc, que je dois respecter, et qu'il faut que je respecte. Donc, cette confiance, elle renvoie à une culture, hein, celle que Bruno Latour nomme comme les résidus de réussite d'autres instaurations, ce qui fait que tout ne recommence pas totalement à zéro. C'est une drôle de culture, tout sauf un stock, car elle doit être attentive. Elle engage directement ce qui peut se dire devant la famille à qui il s'agit de faire confiance. La confiance ne présuppose pas non plus que l'on aurait affaire au supposé bon cas, à la bonne victime, évitant par miracle les cases des récits policiers. Il n'y a pas de tels cas qui parlent en eux-mêmes, de victimes qui prouveraient en parfaite innocence. Non, il y a rencontre entre cette confiance et une histoire. Et c'est important car l'une des difficultés de prendre alliance, y compris avec certains amis de gauche, c'est précisément ce besoin du cas paradigmatique, comme si des faits pouvaient s'imposer politiquement, le cas d'une victime pure, parlant d'elle-même, presque à la manière d'un rêve. Le risque, si une telle victime existait, serait un gap de jurisprudence qu'elle contribuerait d'ailleurs à effectuer contre tous les autres, tous impurs, etc., parmi d'autres risques. Mais cette culture ne suffit pas. Il faut encore, à la naissance de chaque comité de soutien, chaque fois sur des modes différents, que le mort réclame justice. Les noms des comités, c'est Justice pour Lamine, Maouda, Mehdi, Ibrahima, c'est comme ça qu'ils se nomment. Et là, c'est un mode d'existence très important et très fragile qui, cette fois, contrairement à Drault et Paul, ne sont pas officiellement des valeurs modernes. Le mieux est sans doute de les raconter. Nous sommes à Bruxelles, Black Lives Matter, à Bruxelles, qui a été une grosse manifestation ici, comme dans d'autres villes européennes et mondiales. Jean-Pierre Bangoura, père de Lamine, est invité à prendre la parole. À l'époque, 1 an après la mort de son fils, personne ou presque n'est au courant de l'histoire. Il se demande où est son fils, il n'a pas pu être enterré, etc. Le premier jugement devant la Chambre du Conseil a eu lieu, on en attendra d'autres. Et Jean-Pierre Bangoura insiste, ils ont tué Lamine, il faut qu'il y ait une justice. Il présente Lamine, puis comment il est mort. Et résonne alors dans la manifestation les No Justice, No Peace, comme l'un des slogans de BLM. No justice, no peace, mais pour qui? Bien entendu pour les meurtriers et ceux qui les arment, mais aussi pour qui entend cette histoire. Et si cela résonne, si cette histoire résonne, c'est aux côtés de George Floyd et d'autres victimes en Belgique, Lamine Bangoura, à ce moment, se met à exister, à trouver sa place. D'ailleurs, les comités ne cessent d'insister pour que des listes soient dressées et répétées, non pas comme un être du comptage, voire de la référence, susceptible de prouver. Ça, c'est ce que pensent parfois certains alliés, mais la liste ne prouve pas. Ce n'est pas pour cela, contrairement à ce qu'écriront des radicaux critiques, que la liste ne fait rien pour autant. Non, il ne faut pas se tromper de mode. La liste de l'ensemble des décès, des personnes décédées, trace un collectif de morts tués par la police et leurs familles. Il s'agit qu'elles ne soient pas isolées. Je ne sais pas de quel mode d'existence il s'agit, mais ce qui compte ici, c'est le souci du faire attention au mode et faire attention à ce qu'il y a de l'existant dans cette liste, sans lui faire trop porter, mais sans ne lui faire non plus rien porter. Et ce souci, c'est l'éthique de l'enquête qui le permet. Par exemple, traversé par les empoisonnements modernes, j'ai pu moi-même écrire que ces listes ne comptaient pas, qu'elles ne prouvaient rien, ne servaient donc à rien, qu'à se lamenter, et qu'elles ne se permettraient pas de sensibiliser ou de penser des transformations nécessaires. C'est vrai, elles ne permettent pas, elles ne vont pas d'un coup métamorphoser les interlocuteurs ou engager d'autres chemins politiques. Mais pourquoi existe-t-elle alors, est la bonne question qu'il y a dans l'éthique de l'enquête, je trouve. Si ce n'était pas... Enfin, comment existe-t-elle plutôt? Si ce n'était pas simplement des victimes, mais comme témoins qui engagent. Plutôt que de hausser les épaules à la liste qui s'allonge, mieux vaut penser comment les instaurer bien. Elles font à la fois moins que prouver ou sensibiliser, et plus que tout ça. Elles rendent moins solitaire l'existence des morts. Je cite certains moments qu'il y a dans ce comité en particulier. « Lamine, tu as ta famille, mais tu n'es pas seul à avoir eu cette expérience pour laquelle nous demandons justice. Tu ne seras plus isolé, ça c'est moi qui paraphrase, comme tu l'as été face à la police. » Voilà le mode fragile dont il est question. Il n'est pas statistique, il relie
par rapport à une affaire, à un problème. Et il l'engage à s'intéresser à ce qui est arrivé aux autres dans leurs particularités, elles sont nombreuses. Et d'ailleurs, il n'est pas rare dans les récits des premiers intermédiaires entre la famille et ce qui deviendra le comité, que des rêves, des appels, des sons et des présences ici de la mine apparaissent. Des témoignages du coup, et tout à coup, je l'ai vu, je l'ai entendu, ou il est apparu en rêve. Drôle d'être qui n'est pas là pour soigner, mais qui semble viser son interlocuteur. Cela a beau être un être qui ressemble à celui des sociétés qui honorent les êtres de la métamorphose, il y a aussi une modalité de rôle là-dedans. On ne peut être totalement sûr que c'est lui, on se met à douter, est-on mu par sa présence ou par autre chose, c'est parfois assez indécidable. Il apparaît et peut aussi disparaître et laisser la place aux questions d'ordre politique et juridique. Il n'est pas possible de le convoquer avec certitude, même si l'on peut installer des possibilités à ces apparitions qui vont susciter à nouveau, la tour dit ressusciter. Ainsi faut-il comprendre les hommages et les anniversaires qui sont fêtés et qui n'ont pas à être balayés comme secondaires par rapport aux actions. Personne dans le groupe ne se dit que Lamine Bangoura sera là à cette occasion, mais il y a des moments où il est dit qu'il est sans doute passé, dans le vent qui tout à coup se lève, dans la forme de ballons qui s'envolent. Ce vent, ces signes permettent de parler mieux. Des paroles qui prennent forme d'ailleurs de remerciements pour la force donnée et de promesses d'en faire quelque chose. On se battra contre le racisme pour justice Lamine, etc. Il y a une relance, non pas par un psychophore si on veut, mais par une sorte d'ancêtre qui parfois apparaît. Ce n'est pas la même chose qu'un être qui n'est pas le même pour tous évidemment, mais qui apparaît tout de même. Ce n'est pas la même chose qu'un être qui ne nous vise pas et dont on peut détourner l'attention. Ces configurations protègent de certaines prédations de double clic, soit une bonne politique et de la distance aux gens qui doivent vivre leur vie, soit une proximité visant à sauver les familles. Ce n'est pas sauver les familles, c'est répondre à un être de salut, mais il ne s'agit pas de sauver les familles ou de ressauver l'autre personne. Dans les deux cas, un être qui a mis en mouvement et qui n'est ni la famille ni la politique n'a aucune chance d'instauration si on s'en tient à cette opposition entre bonne distance égale politique versus sauver les familles. Et donc le faire exister est assez important, en tout cas dans les expériences de comité. Voilà, alors je regarde un tout petit peu et je vais essayer vraiment de conclure. Il y avait un petit autre passage sur l'hésitation entre les modes, parce que ce que permet l'instauration de ces autres êtres que Dro et Paul, et notamment Ab aussi, c'est cette hésitation quant au chemin, peut-être je ne sais plus lequel, mais l'hésitation quant au chemin à suivre. Bien entendu, tous les comités se font sur l'idée d'une justice à rendre, d'un droit, d'essayer de fabriquer des êtres de droit, notamment de délier la question de l'intention raciste ou sur le mode un peu du féminicide, de la question de l'intériorité de l'intention, d'essayer de montrer que des êtres de droit comme ça sont peut-être possibles, mais ça rate relativement. Du droit a du mal à passer quand même, comme je le disais tout à l'heure, auprès des juges, même s'il y a ce travail juridique et il est très important. Mais ce qui est important aussi dans la vie, si on veut suivre l'expérience de ces comités, c'est quand ça tourne pas trop mal, en tous les cas, c'est la façon de pouvoir enclencher se poser la question de quel est le mode qui convient à quel moment et pourquoi. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et une autre chose, c'est que s'engager sur les modes, par exemple, du droit ou du politique, qui sont les modes quand même auxquels les modernes tiennent, évidemment, au début, la sensation est que ça va être très compliqué et qu'à la limite, rien ne sera gagné de ce point de vue-là. Mais ça n'empêche pas d'essayer d'engager des êtres de droit. Si on se dit qu'on va aller sur le tribunal, ce n'est pas impossible, mais pour prouver que le tribunal est raciste, on n'engage pas d'être de droit. De temps en temps, on peut faire ce choix peut être fait. Mais au contraire, il y a une sorte d'expérience un peu ambiguë, ambivalente, qui est on savait qu'on allait perdre, on sent qu'on allait perdre, mais il s'agit quand même de s'y engager. Il n'y a pas le luxe de se passer d'une des prises possibles avec lesquelles éventuellement négocier. Et ceci est très important. Alors il me semble que, je n'ai pas le temps vraiment de terminer sur la question auquel je voulais vraiment arriver, je vais le dire donc très 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 vite, mais la diplomatie entre les modernes et les autres, il me semble, ne se joue pas
aussi directement, comment dire, dans ces cas, je voulais interroger la question de la diplomatie entre les modernes et les autres. Elle s'engage en fait sur des modalités extrêmement multiples et fort au présent, hein, y compris dans les modes d'existence auxquels les modernes tiennent. Cette question s'engage aussi pour savoir quel est le mode à prendre et essayer de ne pas faire exister un mode comme absolument le plus important, sinon tout s'effondre. Par exemple, le droit ou le politique, en disant que Reul, ça ne serait rien, ou que Ab, ça ne serait rien. Et ça, c'est important aussi pour être un contrepoison par rapport aux formes, sinon de... Enfin, je veux dire, là, on pourrait retomber soit dans l'éblouissement de double clic, dans les formes d'autoculpabilité, etc., etc. Mais rien ne semble possible. Hein. On peut discuter avec ces êtres modernes, ces êtres d'instauration moderne qui sont aussi partagés par d'autres, qui n'héritent pas directement de la même histoire que la mienne, évidemment, puisque je suis secondaire dans ce groupe quand même. Voilà. Mais rien ne semble possible sans pouvoir instaurer des invisibles ou du rôle, me semble-t-il, dans l'histoire que j'ai racontée, et sans une attention particulière à l'instauration des habitudes, qui sont d'ailleurs des endroits susceptibles, si on les reprend sur le mode de l'attention, de faire changer de mode sans démembrer l'expérience parce que vous auriez perdu en droit. Voilà, j'ai terminé. Merci. Bon, mais je suis infiniment désolé parce que on n'a même pas 15 minutes pour faire une pause et ce sera l'unique pause qu'on a de la journée. On a vraiment, alors très vite, je ne sais pas si une question et deux questions. Alors je propose que vous les adressiez et puis David c'est aussi une tentative pour moi, donc c'est des textes qui devraient bouger parce que c'est aussi entre des mondes différents que ça se fait, donc ça m'intéresse d'avoir les questions, les remarques et le cahier des charges. Voilà. Donc je serai bref pour la réponse. Très bien. Et merci. Donc les deux, l'une à la suite de l'autre. Moi, c'est très rapide. Je trouvais juste extraordinaire qu'on a changé d'orateur et en fait, c'était une très bonne idée finalement. Bah, parce qu'on a l'impression. Non, mais c'est ce qu'on ne pouvait pas savoir, puisque Antoine nous a tellement surpris. Mais c'est qu'on avait en effet l'impression que, mais surtout la deuxième partie de ton exposé, était toute une proposition pour commencer à répondre à la question avec laquelle on a terminé, c'est-à-dire la question de l'instauration de nouvelles modalités de se relier, sans peut-être que je dois appeler ça religieux. Ça, c'est à moi. Moi, je voulais dire merci déjà parce que j'ai vraiment adoré la présentation, la manière dont tu as articulé ce terrain et l'enquête et comment tu as entremêlé les deux, etc. Juste pour une remarque pas très intéressante, mais j'étais aussi super frappée parce que c'est des choses que je suis vraiment en train de travailler aussi dans la lecture de l'enquête et je me disais que ce serait trop intéressant de discuter parce que j'étais frappée sur que c'est les mêmes citations, les mêmes mots, etc. qui reviennent à plein de moments et donc je serais trop intéressée de discuter de ça avec toi et tout. C'était plutôt, j'essaie de faire vite, mais une suggestion ou un truc qui pourrait être intéressant. Tu as parlé à un moment donné, plutôt au début quand tu parlais plutôt ta lecture de l'enquête, etc. Et tu as dit le mot machine de guerre pour le Front de modernisation et je voulais suggérer appareil de capture. En fait, ça peut être vraiment intéressant aussi parce que ce truc de la croyance en la croyance, comment en fait ça va recoder des coordonnées pour les... Enfin, il parle de l'État on parlait d'invagination de l'extériorité qui va toujours être recodée en intériorité par cet appareil de capture, comment est-ce qu'il progresse, comment il va créer des sujets, etc. Et appareil de capture, parce que tu parlais beaucoup de guerre au début, et c'est hyper intéressant, mais il y a aussi le fait que c'est une guerre qui ne se dit pas comme telle et qui va être une opération de pacification constante et de modernisation et de progrès, et tout ce truc de la tolérance, etc., et de comment cette violence va être encore plus perfide parce qu'elle ne va pas être posée en tant que telle, et du coup avec... moi je suis intéressée par beaucoup de trucs dont tu as parlé aussi et j'essaie de le faire avec aussi appareil de capture, mot d'ordre, etc. Et je me dis, il y a quelque chose qui pourrait communiquer là-dessus. Et j'avais quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est une discussion sur est-ce que cette opération de diplomatie qui peut être... on peut se dire, mais en fait, aller voir les autres, mais pour leur dire quoi, etc. Et se dire, en fait, moi j'ai toujours eu... ça m'a toujours intéressé de se dire cette diplomatie, ce serait finalement réinstaurer ces êtres qui nous possèdent, réapprendre à habiter nos propres espaces
et pas spécialement aller faire ce geste de se mettre autour d'une table avec des autres, où on se dit les autres sont partout et nulle part et en nous et nous n'avons enfin tout ce truc là, mais comme pardon, je suis très stressée de piquer la pause alors j'essaie d'aller d'accord. Ouais, bah du coup Bah merci. Comme ça je garde la pause.